Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 12 mai et aujourd'hui, Baptiste Lambert reçoit Serge Dauby, directeur général du Forum nucléaire. Si le nucléaire actuel n'est effectivement pas spécialement pilotable, le nucléaire de demain le seront. L'avenir pour le nucléaire semble à nouveau radieux en Belgique, mais le chemin est aussi parsemé d'embûches. Faut-il pousser les normes de sûreté ? À quel coût ? Engie est-il toujours l'acteur de la situation ? Les réponses tout de suite. Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Alors la loi de 2003 a été abrogée, le ministre de l'énergie, que l'on surnomme même Atomic Boy, et une coalition qui est résolument pro-nucléaire, vous êtes un homme heureux. Par définition, l'important n'est pas de savoir si je suis heureux ou pas, mais je suis en général assez heureux puisque je suis un garçon assez positif. Et j'ai l'habitude d'être patient, ce qui fait du bien effectivement ici. Alors pour le reste, effectivement, le secteur nucléaire est très heureux de voir le tournant qui est en train de s'opérer. C'est clair que ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas trop préoccupé du nucléaire, qu'on a effectivement quelqu'un qui s'appelle Atomic Boy ou qu'on a surnommé comme ça, et je crois qu'il préfère que son nom soit associé à cela plutôt qu'à une taxe. Par contre, de notre côté, on retiendra aussi que c'est lui qui va mettre en place la loi Billet. Et ça, c'était vraiment le plus important pour notre secteur. Oui, ça après des années d'incertitude sur le nucléaire. Mais c'est clair, et c'est important parce que c'est après des années d'incertitude pour le nucléaire et pour les acteurs nucléaires, où on a dit que le nucléaire devait effectivement se terminer en 2025 pour des raisons qui ne sont absolument pas technologiques, qui sont uniquement politiques. Et donc, on s'est rendu compte, je crois, pendant tout ce temps que c'était vraiment aller dans le mur. Mais effectivement, en 2025, c'est plus facile de se rendre compte qu'on est vraiment dans le mur, puisque c'est à la fin de cette année-ci que ça s'arrête. Et donc, c'est vraiment une providence et vraiment important que le ministre Mathieu Billet et le gouvernement Arizona, puisqu'il n'y a pas vraiment de débat sur ce secteur-là. Oui, et c'est vraiment important de le voir, et c'est très utile. Alors n'empêche, les ambitions de ce gouvernement Arizona sont quand même très élevées. On parle d'une prolongation de 4 gigawatts, la création de 4 supplémentaires, c'est à peu près 8 réacteurs, grosso modo. Pour la prolongation, quelles pistes sont envisagées ? Doule 1, Doule 2 qui sont les plus vieux réacteurs, peut-être Tihange 1 au-delà des 2 réacteurs les plus jeunes qui ont été prolongés. Alors ça, c'est malheureusement une question à laquelle l'opérateur actuel peut répondre. Moi, j'ai du mal. Moi, ce que je peux dire, c'est que de toute façon, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on prolonge tout ce qui est possible le plus longtemps possible. Pourquoi ? D'accord. Parce qu'il faut bien remettre dans le contexte. Aujourd'hui, nous consommons 85 TWh d'électricité. Okay. C'est notre consommation. Mais par contre, on consomme 400 TWh d'énergie. Alors, quelle est la différence ? C'est que d'un côté, on a l'électricité, 85 TWh, et de l'autre côté, on a l'énergie fossile qui est utilisée. Et c'est là, on sait très très bien qu'on doit la remplacer. Alors, est-ce qu'on va tenir avec 4 gigawatts plus 4 gigawatts ? Alors, 4 gigawatts de prolongation plus 4 gigawatts de nouveaux réacteurs, c'est en tous les cas un bon début, et c'est le plus important. Maintenant, 4 gigawatts de prolongation, on n'y est pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que 2 gigawatts de prolongée. Donc, il faut que l'opérateur, à ce moment-là, donne son accord pour le faire, ou qu'on trouve une autre solution. Mais c'est clair que ce sera nécessaire. Donc, notre logique et notre message est le plus de gigawatts prolongés le plus longtemps possible, de manière à faire le lien avec les small et modular réacteurs, donc les petits réacteurs nucléaires, on en parlera, qui eux vont se mettre en place d'ici quelques années. Mais donc on l'a vu et on l'a évoqué pour les 2 plus jeunes réacteurs, donc Tihange 3 et Doule 4, ils ont été prolongés pour 10 ans avec Engie. Leur mise aux normes a coûté quand même pas mal d'argent et justement, il y a un rapport de la FCN qui vient de tomber par rapport à ces mises aux normes. Et en fait, elle pourrait coûter encore plus cher pour les plus vieux réacteurs que j'évoquais, Doule 1, Doule 2 et Tihange 1. Alors, il faut savoir que ce rapport montre que les exigences en Belgique, en tout cas pour certains critères, sont plus importants.
est-ce qu'il faut se montrer plus exigeant qu'ailleurs? C'est vraiment ça la question, peut-être. Alors, il y a deux questions de votre question. Tout à fait. Je vais commencer par la première qui a été posée. Est-ce que Doel 1 et 2 et Tihange 1 vont coûter très très cher à être prolongés? Mais il ne faut pas oublier que ces deux centrales, enfin c'est trois centrales, parce qu'en fait Tihange 1 2 c'est une centrale en soi, mais ces trois unités ont déjà été prolongées de 10 ans et il y a déjà plus de 600 millions d'euros qui ont été faits pour Tihange 1 et plus de 700 pour Doel 1 2. Donc elles sont déjà aux normes les plus récentes. Ça ne nous empêche pas de pouvoir effectivement encore les améliorer. En fait, il faut savoir que dans le nucléaire, il y a toujours une logique d'amélioration continue. Oui. Ça veut dire qu'on n'est jamais content. C'est la logique de l'AFCN. Tout à fait. On est déjà dans un très très bon niveau de sûreté. Mais par contre, est-ce que c'est suffisant? À partir du moment où il y a de nouveaux réacteurs qui sont construits dans le monde, eh bien, il est logique de s'aligner au maximum vers ces nouveaux réacteurs et ces logiques les plus nouvelles au niveau de la technologie nucléaire. Par contre, effectivement, est-ce qu'il est normal qu'en Belgique, ce soit plus sévère que dans d'autres pays? J'ai envie de dire, il n'y a pas de raison à la base, c'est clair. Par contre, même s'il n'y a pas de raison, ça ne nous empêche pas d'essayer de monter toujours davantage la sûreté nucléaire. Et donc, c'est pour ça que l'étude a été faite par l'ASMN, et je crois qu'elle a été très très bien faite, j'en suis même très convaincu. Et donc, la question reste entière. Pourquoi faudrait-il qu'en Belgique, elle soit plus sévère que dans d'autres pays? Après, on évoque aussi la chute des avions. Donc ça, c'est pas encore le cas pour les plus vieux réacteurs. Et voilà, on évoque la proximité avec l'aéroport de Bierzet, en tout cas pour Tihange. Et voilà, est-ce qu'il faudrait aussi mettre ces normes jusque-là? Alors que si je me rappelle bien, normalement, il n'y a pas d'avion qui passe uniquement au-dessus de la Belgique, qui passe dans d'autres pays. Et donc, mais pourquoi est-ce qu'on parle plus de cette problématique ici en Belgique, qui n'est pas une problématique? Pour une bonne raison, c'est qu'effectivement, ils sont à la côté de l'aéroport de Bierzet. Alors, pour les Liégeois que je salue, il faut se rappeler que l'aéroport de Bierzet était un aéroport militaire auparavant. Donc, c'était absolument pas la même chose que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un aéroport tel qu'il existe effectivement à Bruxelles ou dans d'autres pays avec des avions normaux. Et donc, est-ce qu'on doit tenir cette logique-là uniquement pour la Belgique? Je ne suis pas persuadé. En tous les cas, je voudrais informer ceux qui pourraient le penser que Bierzet n'est plus un aéroport militaire. Oui. Mais Mathieu Billet a été interrogé la semaine dernière sur la première et il évoquait quand même la possibilité d'aller le plus haut possible dans les normes. On verra ce qu'il en sera. Mais je crois qu'au niveau du nucléaire, rien n'est laissé au hasard. Que la sûreté nucléaire est une priorité absolue pour tous les membres du personnel qui travaille dans les centrales au quotidien, minute par minute. Et donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui de changer quoi que ce soit là-dessus. On va continuer à faire évoluer la sûreté. On a d'ailleurs participé à plus d'une reprise à évoluer le niveau de sûreté dans d'autres pays également, puisqu'il y a des analyses et des assessments qui sont faits, donc des études qui sont faites, et on a déjà fait évoluer dans d'autres pays également. Il n'y a pas de raison qu'on n'évolue pas chez nous. D'accord. Alors, les négociations avec Engie, j'en parlais, l'opérateur en Belgique des centrales nucléaires, ont été très difficiles très difficiles pour Tihange 3 et Doel 4. Vincent Verbeek, que j'ai interrogé par ailleurs il y a plusieurs semaines, jugeait que la prolongation de ces plus vieux réacteurs était impensable. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Mais je réagis par le fait que vous utilisez le bon vocable, impensable, et que je me rappelle bien, impensable ne veut pas dire impossible. Qu'est-ce qu'il explique en disant que c'est impensable? Pendant 20 ans, on a expliqué à l'opérateur qui s'appelle Engie qu'il fallait qu'il sorte du nucléaire. C'est ce qu'il fait. Et donc, il n'a pas su mettre en place les études nécessaires pour les prolonger, puisque ce n'était pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour. Alors, pourquoi c'est impensable? Parce que ça va prendre plus de temps. Ça veut dire que ces études qu'on aurait dû faire en avance, donc il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, on les a pas faites. Et donc, on va les faire maintenant. Donc, ça va prendre davantage de temps, mais impensable ne veut pas dire infaisable. Et donc, il faut aujourd'hui analyser le coût de cette prolongation dans ces unités-là, par rapport à la construction de nouveaux réacteurs, par exemple, et surtout au délai d'arrivée de ces nouveaux réacteurs. Ces nouveaux réacteurs, les petits réacteurs modulaires, vont arriver à l'horizon 2035, mais il faut qu'on fasse le lien entre les deux. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus le choix de faire des exclusifs de quelque niveau que ce soit. La question n'est pas de savoir si on doit utiliser telle énergie ou telle énergie, on doit juste utiliser une énergie décarbonée. Le renouvelable et les nucléaires sont
les deux énergies qui sont plus que jamais complémentaires parce qu'elles sont décarbonées. Et donc, on doit les développer de manière à avoir suffisamment d'énergie et d'électricité pour pouvoir électrifier la Belgique. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Mais Engie dit et répète à l'envi qu'il est focus sur les énergies renouvelables. Si à un moment, Engie n'accepte pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut leur forcer la main, reprendre les réacteurs. Comment ça peut se passer ? Je crois qu'on n'oblige pas. Ou alors c'est une négociation qui s'enclenche tout simplement. Oui, mais je crois qu'on n'oblige pas un opérateur à prolonger ses centrales. Je crois qu'aujourd'hui, on doit se poser la question de savoir si c'est le seul opérateur existant. Si Engie Electrabel ne veut plus prolonger ses réacteurs, je peux le comprendre à nouveau. Mais à ce moment-là, on a d'autres opérateurs qui aujourd'hui frappent à la porte. Et d'ailleurs, vous pourrez voir que dans les environs du 16 juin, je vous donne rendez-vous, vous verrez qu'il y aura des opérateurs qui sont aujourd'hui intéressés. Songe à EDF et peut-être Luminus. Je ne citerai pas de nom aujourd'hui. Par contre, je donne rendez-vous à tout le monde parce que là, effectivement, on va constater qu'il y a d'autres opérateurs qui sont intéressés, que ces opérateurs intéressés ont envie de le faire savoir et que il faudra à ce moment-là que le ministre prenne une décision. Du reste, j'en parle régulièrement avec lui et donc on évolue sur ce genre de choses-là. Très bien. Revenons à la toute récente actualité avec ce blackout en Espagne et au Portugal. Alors les causes restent encore assez floues. Il y a certains experts qui pointent du doigt les énergies renouvelables, leur imprévisibilité. Au-delà de ça, quels enseignements vous en tirez au niveau des réseaux et de l'énergie nucléaire ? Alors, je crois qu'il faut d'abord comprendre le système et mon but n'est pas de nouveau, vous ne m'entendrez pas taper sur le renouvelable pour dire que c'est de leur faute. Je crois qu'il faut comprendre la logique des réseaux et surtout, il faut savoir que les réseaux sont interconnectés entre eux et qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre la demande et la production. S'il y a un déséquilibre, il y a un souci. Mais quand il y a un déséquilibre, on passe vers un autre pays et on met ce qu'on a en trop ou on va chercher ce qu'on a trop peu de manière à équilibrer le réseau. Par contre, là où il y a un souci, c'est que l'Espagne est au bout de la course. Et donc, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas beaucoup de possibilités de passer d'un pays à l'autre, puisque là, ils sont sur l'eau. Et donc, c'est pas du tout le cas de la France, qui est terriblement interconnectée avec l'Allemagne, avec tous les pays qu'on connaît. La Belgique l'est également. Aussi, Et donc, ce sont deux carrefours, deux plateformes d'échange très importants que sont la Belgique et la France. L'Espagne n'a pas cette solution. Mais ça prouve aussi qu'il faut que l'on soit le plus autonome possible au niveau de chaque pays pour pouvoir travailler cet équilibre. Donc, qu'on ait suffisamment d'électricité au niveau du pays avec une certaine souveraineté en fonction de la demande et du besoin qu'il va y avoir, de manière à mettre les deux en équilibre le mieux possible et non pas d'attendre ce qui se passe du voisin. Oui, c'est ça. Et puis il y a le côté pilotable plus des centrales nucléaires, de l'énergie nucléaire par rapport aux énergies un peu décentralisées et l'un peut contrebalancer l'autre quelque part. Alors, j'ai pas envie de dire contrebalancer, pour moi, et d'être complémentaire. En fait, la plus grosse erreur qu'on ait pu faire dans le gouvernement précédent, c'est d'avoir estimé que on allait couper le nucléaire pour pouvoir mettre du gaz à la place. Le gaz est une énergie qui est carbonée, c'est donc pas la bonne solution. Par contre, je le répète, le nucléaire est le meilleur complément du renouvelable. Et c'est avec ça qu'il faut faire le contrebalancement. Et donc, il n'y a pas de combat. Il y a juste une complémentarité la plus totale. Par contre, si le nucléaire actuel n'est effectivement pas spécialement pilotable, le nucléaire de demain, les petits réacteurs modulaires, eux le seront d'abord par leur modularité, ce sont des plus petites unités de 300 MW qui vont se mettre l'une à côté des autres et qu'on va pouvoir couper ou faire avancer sur le réseau. Oui, et en fait, on va jamais les couper. Parce qu'en fait, on va produire de l'hydrogène dont on a énormément besoin. Et quand le renouvelable sera en difficulté, on va juste switcher et retourner vers le réseau et réinjecter 1, 2, 3 ou 4 fois 300 MW vers le réseau. Donc, à nouveau, je répète, ce sont deux énergies totalement complémentaires dans l'intérêt de la décarbonation de la Belgique. Le nucléaire semble donc revenir au cœur des discussions énergétiques en Belgique. Entre prolongation des réacteurs existants et discussions autour de nouveaux projets, le pays cherche à concilier transition et indépendance énergétique. Pour Serge Dauby, le message est clair, le nucléaire est à nouveau au centre des débats. Demain, retrouvez vos analyses quotidiennes sur le monde économique et retrouvez également Christophe Charlot qui présentera un outil utile au quotidien.